à tous. Donc, on va vous présenter avec Lorraine les premiers résultats du projet BeefSense, qui a été conduit donc, à la ferme expérimentale des Établières en partenariat avec les écoles vétérinaires de Toulouse et de Nantes. Donc, c'est les premiers résultats, mais on y reviendra peut-être au moment des questions si vous avez besoin d'informations complémentaires. Alors pourquoi est-ce qu'on a conduit ce projet ? Bien parce que les troubles respiratoires des jeunes bovins sont le principal motif d'utilisation des antibiotiques en engraissement. Et en élevage, communément, ça se fait sur la base, en tout cas la détection se fait sur la base de l'apparition des signes cliniques, ce qui est considéré finalement comme une détection relativement tardive par rapport au développement de l'infection. Or, on sait que la clé du succès du traitement, qui est basée sur l'administration d'anti-inflammatoires et d'antibiotiques, réside notamment dans la précocité de son administration. D'où l'intérêt de détecter plus précocement finalement ces troubles afin de mieux les gérer. Il y avait par ailleurs dans la littérature des travaux qui existaient déjà sur le développement d'outils de détection précoce et automatique de ces troubles, mais ils étaient basés sur essentiellement une seule nature de paramètres. Donc par exemple un outil qui est basé sur la détection de modifications de comportement ou un outil basé sur la détection de modification de la température. Et nous on s'est dit finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à combiner les différentes natures de paramètres mesurés pour améliorer la détection, la sensibilité et la spécificité de la détection de ces troubles en engraissement. Quelques éléments d'information en lien avec les troubles respiratoires, ce qui va vous permettre aussi de mieux comprendre la suite de ce que je vais vous présenter. Il faut savoir que ça représente 75 à 80% des problèmes de santé en atelier d'engraissement. Donc c'est loin d'être mineur. Et en fait, les troubles respiratoires se développent suite à l'infection des animaux par différents pathogènes. Dans 90% des cas, une infection bactérienne fait suite en fait, à une infection virale, à une primo-infection virale. Et donc, vous voyez là, je vous ai remis en fait, les différents agents pathogènes qui peuvent être responsables du développement des troubles respiratoires des jeunes bovins en engraissement. Et donc, ça cause une diffusion rapide de l'infection dans un lot d'animaux, a fortiori, parce qu'en plus, ces lots d'animaux sont de même type. Enfin, ces animaux sont de même type. Donc, entre 20 et 80% des jeunes bovins dans les ateliers peuvent être atteints par ces troubles respiratoires. Ça se développe en particulier dans les 30 premiers jours d'engraissement. Et il y a un manque à gagner qui a été estimé entre 11 et 26% dans des précédentes études. Et ça peut aller jusqu'à 4 000 € pour un atelier, par exemple, avec 1500 places et une incidence de 30% des troubles respiratoires. Qu'est-ce que j'ai dit ? 150 places, oui. Voilà, donc un impact économique aussi qui n'est pas négligeable dans les ateliers d'engraissement. Alors, comment est-ce qu'on a fait au sein du projet pour développer cet outil ? Donc, en fait, on a eu deux phases dans ce projet. Une première phase d'acquisition de données basée sur les capteurs et, vous allez le voir aussi, les signes cliniques de la maladie. Et ensuite, une phase de construction d'un modèle de prédiction. En fait, l'idée, c'était d'utiliser les données de comportement mesurées par les capteurs et les données de signes cliniques des animaux, de les relier à l'état de santé de l'animal pour développer le modèle de prédiction des troubles respiratoires. Je laisse la parole à Lorraine pour donc vous expliquer comment ça s'est fait concrètement aux établières. Du coup, on a suivi en fait deux bandes de jeunes bovins qui sont arrivés dans les conditions entre guillemets les plus défavorables, donc qui sont arrivés de centres de tri, donc avec un mélange d'animaux d'élevage différents, et puis pas de primo-vaccination, comme ça peut être le cas dans certains élevages. On n'a pas fait d'antibiotiques en entrée, et donc on a suivi ces animaux pendant le premier mois d'engraissement pour savoir lesquels animaux allaient développer des troubles respiratoires et quels impacts ça allait avoir sur les signes qu'on détecte sur les capteurs. Donc pour information, les animaux sont rentrés autour de 310-340 kg pour 230 à 250 jours d'âge.
Du coup, ce qu'on a observé d'un côté, c'est sur le comportement. On avait placé en fait 3 capteurs sur les animaux. D'abord un collier qui nous a permis d'avoir un collier type détection de chaleur, qui nous a permis d'avoir en fait le comportement des animaux, leur temps de rumination, leur temps d'alimentation, leur temps de repos par jour. On a placé aussi un podomètre qui nous donnait un temps d'activité, enfin un nombre de pas, donc une activité de l'animal, et puis qui détectait les stations debout ou couché. Et enfin, on a équipé les animaux de bolus, donc bolus ruminaux, qui permettait de mesurer la température dans le rumen, et donc de cette température, de déduire aussi les buvées, puisque quand l'animal boit, la température va chuter brusquement avec l'eau qui rentre dans le rumen. Et donc ces données de capteurs, on les a mis en parallèle d'observations de santé qui ont été faites sur les jeunes bovins. Donc tous les jours, on a observé individuellement chaque animal, et puis selon une grille clinique. Et puis, on a pris la température une fois par semaine pour confirmer aussi une partie des signes qu'on observait. Les signes cliniques qu'on a observés sur les jeunes bovins, c'est en fait un état général de l'animal, l'abattement, est-ce qu'il vient correctement s'alimenter ou pas, les écoulements oculaires et les écoulements nasaux. On a aussi regardé le score de remplissage du rumen qui nous donne une indication sur l'appétit de l'animal, est-ce qu'il a mangé correctement ou pas. Et puis des scores qui sont liés plutôt aux troubles qu'on observait, c'est-à-dire la respiration, la fréquence respiratoire et la présence de toux et sa gravité en fait. Donc pour vous donner un peu une idée des différentes données de capteurs qu'on a obtenues, vous avez là l'exemple de ce qu'on a pu sortir. Chaque petite barre verticale, elle correspond à une tranche de 4 heures. On a cumulé les données pour avoir, sur la première ligne, par exemple, le podomètre, on a la ligne qui donne le nombre de pas, et puis les barres l'histogramme qui nous donnent le temps couché par période de 4 heures. Donc voilà un peu, et l'idée c'était de faire le lien avec ces observations cliniques. Décidément, il m'en veut. Donc je vous ai dit, il y avait 2 phases, une phase d'acquisition des données et ensuite une phase d'apprentissage du modèle. Donc l'idée, c'était de dire finalement au modèle mathématique que quand il repérait tel ou tel type de pattern en lien avec un comportement ou une température, il fallait qu'il nous dise que l'animal était malade. Et donc pour ça, il fallait que nous, on soit capable de lui dire tel animal, il est malade. Donc on a défini en fait un score pour justement dire à ce modèle l'animal est malade. Sauf que, alors, entre l'animal sain et l'animal malade, au niveau des troubles respiratoires, on considère que c'est un continuum. Il n'y a pas vraiment finalement un critère qui nous dit quand l'animal il exprime ça, tel signe, il est vraiment malade. Donc il a fallu qu'on discute beaucoup sur la manière dont nous, on allait définir l'animal malade dans notre projet. Et donc, comme Laurent vous l'a dit, on avait un certain nombre de signes cliniques qui étaient observés et notés par des vétérinaires. Donc, au final, ce qu'on a convenu, c'est que pour nous, un animal malade, c'était un animal qui présentait des signes en lien avec des troubles respiratoires, enfin des signes respiratoires et un signe en lien avec son état général dégradé. Donc là, on vous a mis en fait les différents critères qui ont été pris en compte. Et en fait, on a fait un produit de ces 2 types de signes pour arriver finalement à un score clinique global. Et donc, nous, on a défini que l'animal était malade au-delà de 4. Alors, ça ne parle pas forcément comme ça, mais en fait, on a observé des signes qui variaient, enfin des scores qui variaient de 0 à 20. Et nous, on a considéré que le seuil de 4, c'était celui qui était le plus pertinent par rapport à notre objectif pour détecter finalement la présence de l'animal malade. Voilà, donc comment ça s'est fait ? Finalement, on vous a dit qu'on avait 8 mesures brutes issues de capteurs, donc le nombre de pas, le nombre de séquences de repos, le temps passé debout, etc. Sur la base de ces données-là, on en a déduit 160 variables, donc c'est-à-dire qu'on avait ces données brutes-là, plus l'historique de ces données sur les 4 jours avant l'apparition de la maladie, plus ces valeurs-là qui sont normées, qui sont en fait des valeurs dérivées de ces mesures brutes. On a mis tout ça dans un modèle avec tout ce qui était mesure du statut sanitaire de l'animal par un vétérinaire.
Et donc l'idée, c'est que l'équipe de biostatisticiens de Toulouse a finalement utilisé un processus de sélection des variables d'intérêt pour qu'on arrive à un modèle de prédiction des troubles respiratoires dans le cadre de ce projet. Donc on ne va pas forcément détailler ici les variables qui sont dans le modèle mathématique, puisque en fait, finalement, prises individuellement, elles n'ont pas un intérêt en tant que tel. Par contre, en fait, ce qui nous intéresse, c'est surtout d'évaluer la performance du modèle final pour détecter les troubles respiratoires. Donc, justement, comment est-ce qu'on peut évaluer ces performances? Donc là, en fait, on a obtenu un modèle basé sur donc, les signaux d'épodomètre, d'écolier et d'ébolus, qui utilisait 77 variables. Donc ça, c'est le processus mathématique qui a identifié ces 67 variables. On utilise des données de J-4 à J-1 pour prédire l'état sanitaire du jour J. Donc on est vraiment dans un modèle prédictif. Et on obtient donc une sensibilité qui est la capacité du modèle à détecter, à identifier comme malade un animal malade, donc un taux de sensibilité de 75%. Et une spécificité qui, là, pour le coup, est la capacité du modèle à détecter comme sain un animal sain de 74,5%. Donc, presque 3/4 des animaux sains ou malades sont correctement détectés sur la base de cet algorithme qui a été défini dans le cadre du projet. Ensuite, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe au niveau dégradation des performances de ce modèle si on enlève le bolus? Parce qu'en fait, le bolus, c'est quand même un capteur qui n'est pas simple à utiliser en ferme expérimentale. Donc, on a refait en fait, tourner les modèles sans ce bolus. Et là, en fait, on a, donc, le modèle mathématique était composé de 67 variables. Enfin, on avait 67 variables prédictives dans le modèle. Et là, on n'utilise plus que les données de J-3 à J pour prédire le jour J. Donc, on a moins d'avance. Et on a donc une sensibilité de 75,4% et une spécificité de 72,6%. Donc en conclusion, et peut-être pour aller un peu plus loin, on s'est posé un certain nombre de questions au regard des résultats qu'on a obtenus. Est-ce que finalement la maladie affecte le comportement et les activités des animaux, ce qui était un peu le pari qu'on avait fait au départ? Oui, on a bien vu que sur la base de ces données-là, on peut détecter l'apparition des troubles respiratoires. Par contre, ce qu'on a vu aussi, c'est que c'est complexe et c'est propre à chaque animal. C'est-à-dire qu'on a une grande diversité finalement des variations de comportement et des activités qu'on va avoir quand les animaux sont atteints de troubles respiratoires. Et c'est aussi en lien avec ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire que finalement c'est des infections qui sont liées à de nombreux agents pathogènes et donc ça conduit à ce que chaque animal exprime finalement son trouble de manière différente. Est-ce qu'on est capable de détecter les troubles respiratoires de façon précoce et automatique? Avec ces 3 capteurs-là, oui, globalement. 24 heures avant l'apparition des signes cliniques, ou avant en tout cas la détection par l'œil de l'éleveur ou du vétérinaire, on est capable de commencer à émettre une alerte. Et avec quelle efficacité? Vous avez vu qu'on était à peu près à 75% de spécificité et de sensibilité et qu'on perd, si on enlève le bolus, 2 points en spécificité pour une sensibilité qui est identique. Donc globalement, une dégradation des performances qui est quand même modérée quand on enlève le bolus. Alors concrètement, sur l'application derrière de ces travaux, comment est-ce que c'est applicable directement en élevage? Ça pose un certain nombre de questions, notamment sur les actions qu'il faudrait mettre en place après une alerte. C'est-à-dire qu'on met en place la détection, OK, mais derrière, qu'est-ce qu'on dit à l'éleveur? Qu'est-ce qu'il doit faire? Pour ça, clairement, on a besoin de travaux supplémentaires pour savoir quelle stratégie de traitement on pourrait mettre en place en fonction de l'alerte qui est donnée. Et puis derrière, ça pose aussi la question de l'impact de ces stratégies de traitement sur le développement de la maladie, sur les performances zootechniques, sur les performances sanitaires. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on a fait, c'est une preuve de concept en disant oui, de combiner des signaux de nature différente, ça a un intérêt. Mais pour passer à l'outil d'aide à la décision, vraiment l'outil utilisable en élevage, il faut qu'il y ait des travaux supplémentaires qui soient réalisés.
Et est-ce que c'est économiquement rentable? Ça, c'est une autre question peut-être que vous avez, compte tenu du nombre de capteurs qu'on a mis sur les animaux. Là, c'est pareil, ça dépend vraiment de la stratégie d'action qu'on va mettre en place une fois que l'alerte sera donnée, et puis des conséquences que ça aura sur les animaux. Donc sur les performances zootechniques, je l'ai déjà dit, les performances sanitaires, la consommation de médicaments. Si on prend un peu de recul, malgré tout, finalement, la démarche qu'on a eue et qu'on a observée là, elle est réutilisable, c'est-à-dire que le modèle mathématique qu'on a identifié, enfin qu'on a développé, il n'est pas réutilisable en tant que tel avec d'autres types de capteurs. Par contre, la démarche qu'on a observée, elle est réutilisable. Donc on pourrait modifier les données d'entrée et de sortie, mais la démarche serait, reste toujours valable. Donc je précise que ce travail a fait l'objet d'un financement par l'Institut Carnot France Futur Élevage, et je laisse la parole à Laurent pour la suite.